Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, Grâce à elle est une exposition et un livre qui met en lumière l'engagement des femmes dans l'histoire. Comme dit Nathalie, vous avez pu voir à l'entrée des kakémonos qui représentent 11 portraits de femmes scientifiques. À l'origine, l'exposition Grâce à elle, c'est une exposition sur gravure. Là, vous voyez, c'était une exposition qui vient de finir, qui a eu lieu à la médiathèque des Capucins à Brest, où a été présenté les 60 portraits. Donc, chaque gravure a été imprimée sur papier velin à 25 exemplaires. Dans la première partie de la conférence, je vais vous parler de mon cheminement artistique, de mes interrogations qui questionnent l'humain et plus particulièrement les femmes. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à créer l'exposition Grâce à elle. Je vais développer différentes thématiques que j'ai traitées, dont une qui s'appelle « Choix », et qui m'a fait comprendre que pour les femmes, faire certains choix était plus compliqué que pour les hommes. J'ai développé une autre thématique qui s'appelle liens et qui traite des liens familiaux, sociétaux et religieux. Et là, j'ai pris conscience également que pour les femmes, couper certains liens était plus compliqué. Puis j'ai développé une autre série qui s'intitule Femmes en noir et qui montre à quel point les femmes peuvent subir des violences, autant physiques que psychologiques, partout dans le monde. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé l'exposition Grâce à elle, pourquoi 60 portraits, pourquoi j'ai choisi la gravure. Et je vais interroger s'il est encore utile aujourd'hui de réhabiliter les femmes dans l'histoire. Je vais illustrer mes propos en projetant des photos de certaines de mes œuvres et des portraits de l'exposition comme référence au sujet traité. Je me considère comme plasticienne, parce que j'utilise différentes techniques, aussi bien la gravure que la peinture, que la couture, que l'écriture. Depuis toujours, je me questionne sur l'humain et petit à petit, j'ai pris conscience de la difficulté de s'autoriser à être femme, de s'affranchir d'une pensée masculine ou d'affirmer ses droits. Car pendant des siècles et encore aujourd'hui, les hommes ont cherché à dominer les femmes. Cette domination a formaté les femmes à être ce que l'on attendait d'elles, et à favoriser leur invisibilité dans l'histoire. Pourtant, nous verrons à travers les séries que j'ai développées que leurs implications dans la société ont bien été réelles. Après mon bac, je suis partie étudier l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Puis j'ai eu envie de créer avec mes mains, j'avais besoin de peindre, de dessiner. Alors je suis partie en Angleterre étudier les techniques de verre et je suis devenue souffleuse de verre, puis sculptrice sur verre. Après ça, je me suis tournée vers la peinture et le dessin en autodidacte. Je travaille par série, c'est-à-dire que je travaille plusieurs œuvres en même temps sur une même thématique. Il y a une vingtaine d'années, j'ai développé une série qui s'intitule « Choix ». Là, vous voyez une huile sur toile qui s'appelle « L'équilibriste » et qui représente une femme en équilibre sur le fil de sa vie face à ses choix. Faire des choix reste compliqué pour tout à chacun. Cela implique des décisions qui engendrent des conséquences qui vont changer notre vie. Et, comme dans tout changement, la peur est présente. La notion de peur est présente chez la plupart des gens. L'individu a peur du lendemain, de changer de travail, de mode de vie, de quitter un foyer dans lequel il ou elle n'est pas heureux. Une étude récente va jusqu'à montrer que 53% des Français ont peur d'être un jour sans domicile fixe. On maintient les gens dans la peur, ce qui les empêche de prendre des initiatives. Cette thématique s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, cependant les femmes ont encore peut-être plus de difficultés à faire certains choix, comme celui du célibat volontaire. Une femme qui revendique son droit au célibat reste suspecte aux yeux de la société. Comme Marie de Gournay, qui s'instruit elle-même et renonce au mariage pour devenir femme de lettres, vivant seule de sa plume. Car dès l'âge de 11 ans, et malgré le désaccord de sa mère, Marie quitte la voie tracée pour le sexe faible et choisit de suivre des études. Elle revendique avec courage son statut de célibataire, situation marginale pour une femme de cette époque. Marie offre sa plume aux grands de ce monde, dont Richelieu qui lui attribue une pension. Ce solide réseau de protecteurs lui permet une plus grande liberté d'expression et en 1622, Marie de Gournay écrit « L'égalité des hommes et des femmes », où elle exprime sa colère car beaucoup d'intellectuels de l'époque ne daignent pas la lire car elle est une femme. Ou bien Gabrielle Suchon,
qui écrit en 1700 un ouvrage qui s'intitule « Du célibat volontaire ou la vie sans engagement », dans lequel Gabriel prend position en faveur du célibat qui, s'il est volontaire, est source de bonheur. Gabrielle Suchon est considérée comme une des premières philosophes françaises. Devant son refus obstiné de se marier, les parents de Gabriel l'enferment dans un couvent. Gabrielle réussit à s'enfuir du couvent, à aller en Italie, à rencontrer le pape, à faire en sorte qu'il la délie de ses liens, puis elle est rentrée en France. Le Parlement de Dijon tente à nouveau de ramener la jeune femme au couvent, mais devant l'obstination et la détermination de Gabrielle, les autorités n'appliquent pas la sentence. Libre, elle peut enfin se consacrer aux études et à la philosophie, tout en gardant le statut marginal de célibataire. En effet, qu'une femme puisse vivre seule sans être veuve ni religieuse relève pour l'époque d'un exploit. Il faut mesurer aujourd'hui l'audace d'un tel choix, tandis qu'un mépris suspicieux s'abattait sur elle. La société montrait du doigt les femmes célibataires comme des femmes de mauvaise vie. Car depuis l'époque romaine, le mariage était devenu une nécessité, une obligation sociale. En fait, c'était surtout une nécessité pour que l'homme puisse assurer sa descendance. En effet, il lui fallait trouver une épouse et cette dernière devenait en quelque sorte sa propriété puisqu'elle vivra sous sa tutelle. Avec l'institution du mariage sous couvert de l'amour, les hommes ont infantilisé les femmes. Autant un homme qui veut rester célibataire peut avoir la connotation d'aventurier, de dandy, concernant une femme, vouloir un célibat volontaire reste toujours difficilement compréhensible pour la plupart des gens. Rester célibataire pour une femme peut être considéré comme un choix marginal, mais faire le choix de ne pas vouloir d'enfant, n'est-ce pas là un choix indigne pour une femme ? Comme Alexandra David-Neil, exploratrice écrivaine orientaliste, qui entame une carrière de chanteuse lyrique qui l'a fait voyager pendant 8 années. Un soir où elle chante à Tunis, elle rencontre Philippe Nel. Il veut l'épouser. Elle accepte, mais ne veut pas d'enfant. Elle a conscience que les charges d'une maternité sont incompatibles avec son besoin d'indépendance. Alexandra se marie en 1904 et n'aura pas d'enfant. Cette attitude est toujours incomprise par la société. Ne pas être mère pour une femme, c'est être considérée comme une demi-femme, parce que son rôle a toujours été réduit à celui de mère, puis à celui d'éducatrice. Se marier et avoir des enfants, c'est accéder à l'état de femme, accomplir son destin. Et même si les mentalités changent, certaines idées restent bien ancrées et on a du mal à concevoir, à prendre en compte le fait que certaines ont l'instinct maternel et d'autres pas. Elisabeth Badinter a traité de cet aspect dans Le conflit la femme et la mère, qui déclare que, contrairement à ce que la société veut bien nous faire croire depuis tant de siècles, certaines femmes n'ont pas l'instinct maternel. Et d'ajouter qu'une femme qui a enfanté n'est pas plus femme que celle qui n'envisage pas la maternité. D'après Mona Chollet dans Sorcière, un homme qui ne devient pas père déroge à une fonction sociale, tandis qu'une femme est censée jouer dans la maternité la réalisation de son identité profonde. Aujourd'hui, les femmes ont le choix d'être ou de ne pas être mères. 20% des Américaines de 40 ans n'ont pas d'enfants, et en France, 16% des femmes nées en 1980 n'en auront pas, et 30% des Allemandes refusent de procréer. Il faut accepter qu'une femme aujourd'hui puisse être épanouie sans enfant ni famille. Un autre choix très compliqué à faire pour une femme est celui de quitter mari et enfant pour se consacrer à son travail comme Niki de Saint-Phal. À 18 ans, Niki se marie avec le poète Harry Matthew, avec qui elle a 2 enfants. En 1953, suite à une dépression nerveuse, elle va passer plusieurs séjours en hôpital psychiatrique où là, elle découvre la peinture. Niki réalise que l'art l'aide à surmonter ses angoisses et n'a plus qu'une idée en tête, celle de devenir artiste. En 1960, elle fait le choix douloureux de quitter le foyer familial pour se consacrer entièrement à son art. On peut s'indigner de cette attitude. Pourtant, ce choix paraît moins critiquable venant d'un homme. On a des tas d'exemples d'hommes artistes qui délaissent leur famille au profit de leur travail, les impressionnistes entre autres. Gauguin abandonne sa femme et ses enfants au Danemark. Cézanne cachera l'existence de son fils Paul, de peur que son père ne remette en cause sa pension. Rodin refusera d'épouser la mère de son enfant et ne reconnaîtra son fils que très tardivement, peu avant sa mort.
L'artiste masculin est alors excusé, déculpabilisé, car son œuvre passe avant tout. En revanche, concernant une femme, on mettra toujours en avant le fait qu'elle ait quitté le foyer familial. L'idée n'est pas de juger, mais de mettre en évidence que le poids de la famille est plus lourd à porter pour une femme que pour un homme. Par conséquent, pour une femme, faire le choix de vivre une vie indépendante, sans se soucier ni avoir l'envie de créer une famille, c'est avoir le courage d'affronter des regards accusateurs, et encore aujourd'hui, même si les mentalités ont évolué. Par la suite, j'ai travaillé sur une nouvelle série qui avait pour thème les liens. Cette thématique s'applique aux hommes comme aux femmes, mais là encore, les liens sont souvent plus durs à briser pour les femmes. J'entends par liens les liens qui se transmettent de façon plus ou moins inconsciente de génération en génération à l'intérieur d'un groupe. Ce groupe peut être celui de la famille, de la religion ou de la société. Les liens sont une transmission qui doit permettre la séparation du groupe, la formation d'une liberté individuelle. Or, les liens, le plus souvent, aliènent l'individu au groupe dont il devient dépendant. Ces liens l'entravent, l'empêchent d'avancer dans la vie, l'empêchent d'être libre. Quand on aborde les liens familiaux, par exemple, on constate qu'ils sont parfois et souvent pesants, récurrents, fatalistes et très souvent le transfert d'une souffrance familiale transgénérationnelle. Dans le cercle familial, la mère reste encore le fondement de la famille, l'éducatrice. Si bien que le transfert de cette dernière à sa fille est fantasmatique, narcissique, mais aussi archaïque, basé sur les schémas d'une société patriarcale. Il en résulte que la transmission de la mère à la fille est le plus souvent le résultat de ces stéréotypes véhiculés depuis des générations. Les femmes ont été conditionnées depuis des siècles à être mères, à s'occuper du foyer familial, et les mères ont souvent obligé leurs filles à suivre ce chemin. Christine de Pisan dénonce cette dérive des mères. Christine est une écrivaine, poétesse, philosophe, considérée comme la première femme de lettres françaises ayant vécu de sa plume. Sans soutien ni fortune, mais consciente de sa valeur, elle choisit le métier de femme de lettres. Malgré les difficultés à se faire accepter par le milieu littéraire, elle prend position dans des textes où elle affirme son identité d'auteur en signant de son vrai nom. L'œuvre de Christine est très diversifiée. Poésie, traités politiques, traités militaires et historiques, mais aussi pièces religieuses, écrits philosophiques et féministes. Dans ces derniers, l'auteur aborde des thèmes qui surprennent par leur modernité: viol, égalité des sexes, accès des femmes au savoir. Dans son livre « La Cité des Dames » paru en 1405, Christine explique comment elle a pris conscience de la mauvaise fortune d'être née femme et la difficulté à surmonter les préjugés masculins et féminins. Extrait. Ton père, grand astronome et philosophe, ne pensait pas que les sciences puissent corrompre les femmes. Il se réjouissait, au contraire, tu le sais bien, de voir tes dispositions pour les lettres. Ce sont les préjugés féminins de ta mère qui t'ont empêché dans ta jeunesse d'approfondir et d'étendre tes connaissances, car elle voulait te confiner dans les travaux de l'aiguille, qui sont l'occupation coutumière des femmes. Très souvent, les mères inconsciemment ont tendance à formater leurs filles à la soumission. Les mentalités perdurent et pour briser ces liens qui se transmettent de génération en génération, il faut une réelle prise de conscience de qui l'on est et d'où l'on vient. Être conscient de ses désirs profonds et conscient du conditionnement de sa propre famille, prendre du recul sur ses propres actes et ses choix. Car inconsciemment, on reproduit l'exemple familial même si on est en totale rupture avec lui. Sophocle, dans Antigone, pousse la réflexion jusqu'à penser qu'aucune génération jamais ne libère la suivante. Et puis, il y a les liens religieux, qui aliènent à travers une doctrine les hommes, mais encore plus les femmes. Les femmes symbolisent la tentation en religion. Le port du voile n'en est pas à ses premières polémiques. Les pères de l'Église avaient développé une théorie sur le port du voile car les cheveux symbolisaient pour eux l'érotisme incarné, le mal. La femme est perçue comme impure en religion. Le dieu est toujours représenté sous des traits masculins. La déesse est soit la mère ou la sœur du dieu, et dans toutes les grandes religions monothéistes, le dieu est de connotation masculine. Pourtant, à la préhistoire, il y avait le culte de la déesse mère.
Selon une étude récente de l'anthropologue américain Dean R. Snow, 75% des empreintes de mains entourant les peintures et gravures dans les grottes préhistoriques appartenaient à des femmes. L'anthropologue britannique Chris Knight, quant à lui, avance que, durant leurs règles, pour échapper aux prédateurs, l'odeur du sang attirait les animaux, les femmes auraient pris l'habitude de s'isoler dans des grottes, et que cet isolement choisi aurait conduit les femmes à développer une spiritualité qu'elles auraient trouvé le temps d'étudier et percer les mystères du monde dont elles seraient devenues ensuite les divinités temporaires. Mais si la déesse mère a représenté réellement la divinité religieuse en préhistoire, on constate alors une nette régression de l'image de la femme en religion au cours des siècles suivants. Les ordres des femmes ont toujours été soumis à une instance masculine et jamais le contraire. Encore aujourd'hui, les femmes ne sont pas à la tête des religions, mais en sont les subordonnées. Cependant, on peut constater un progrès. Aujourd'hui, certaines femmes bousculent les religions, comme la danoise Shirin Kankan, une imane réformatrice qui a fondé la première mosquée féminine d'Europe du Nord, ou bien Rola Sleiman, qui est la première pasteur du Moyen-Orient. Mais cela reste encore aujourd'hui exceptionnel. Les femmes ont toujours été mises à l'écart des décisions et des pratiques religieuses. Et elles sont également invisibles dans leur propre religion. Après les liens familiaux et religieux, il y a un autre aspect, celui des liens sociétaux qui, à travers des lois, peuvent entraver la liberté des uns et plus particulièrement des unes. Le Code salique est un code de loi élaboré par le peuple des Francs entre le IVe et le VIe siècle. Mais au XIVe siècle, un article fut exhumé du Code, isolé de son contexte et employé par les juristes de la dynastie royale des Capétiens pour justifier l'interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France. Par cet acte, le pouvoir était alors certain d'être assuré que par les hommes. Ou bien voici un extrait du Code napoléonien de 1804 qui infantilise la femme et illustre cette volonté de faire de la femme mariée la propriété de l'époux. Extrait. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété. Ou les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. La femme devient propriété de l'homme par le mariage, et les lois font en sorte de les éloigner du pouvoir. Pourtant, de nombreuses femmes ont essayé de contrer ces lois, comme Olympe de Gouges, qui est une femme de lettres politicienne. À 16 ans, Olympe est mariée contre son gré. Veuve à 20 ans, elle décide de ne plus se remarier afin de conserver sa liberté. Sa liberté de femme, mais aussi sa liberté de publication, puisque la loi française interdisait à un auteur féminin de publier un ouvrage sans le consentement de son époux. Pour Olympe, l'écriture devient un cri protestataire. Elle publie une trentaine de pièces, de romans, de brochures ou pamphlets politiques. Ses revendications sont nombreuses: égalité pour les femmes, remise en cause du mariage, droit à la recherche en paternité, ouverture en hiver des maisons de secours pour les pauvres, abolition de l'esclavage. À ce propos, l'abbé Grégoire mentionne Olympe de Gouges parmi les précurseurs de l'abolition de l'esclavage. En réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Olympe de Gouges rédige en septembre 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ou bien Hubertine Auclair, militante féministe, qui crée en 1883 le mouvement Le suffrage des femmes, faisant d'Hubertine la première suffragiste en France. La militante estime que, puisque les femmes n'ont pas de représentation légale, elles ne devraient pas être imposables. Pour appuyer ces revendications, elle lance une grève des paiements des taxes des citoyennes. Hubertine s'impose comme la première femme à se déclarer féministe. Audacieuse, la suffragiste réclame la féminisation de certains mots et lorsqu'en 1884 le gouvernement légalise le divorce, elle exige le droit pour les femmes mariées à disposer de leur salaire. Elles n'y accéderont qu'en 1908. Et puis certaines lois font en sorte d'éloigner les femmes des universités. Et Élisa Lemonnier a eu le courage d'aller à l'encontre de cette mentalité en créant la première école d'enseignement professionnel pour les femmes. Au moment de la Révolution de 1848, des milliers de femmes sans emploi sont réduites à mendier dans les rues et beaucoup sont veuves ou rejetées par leurs époux. Pour Élisa, le constat est simple: faute d'une qualification professionnelle, les femmes ne peuvent trouver de travail.
Afin d'y remédier, elle ouvre la première école professionnelle pour jeunes filles à Paris en 1862. L'accès aux études n'a pas été simple pour les filles. Il faudra attendre 1880 avec la loi Camille C pour qu'elles aient enfin accès au collège. Mais elles n'auront pas le droit d'étudier le latin ni le grec, car ces langues anciennes représentent le monde des idées. Et c'est seulement en 1924 que l'enseignement secondaire sera le même pour garçons et filles. Jusqu'en 1938, les femmes qui souhaitent s'inscrire à l'université doivent avoir l'autorisation du mari. Et jusqu'en 1965, les femmes ne peuvent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de leur époux. Selon le professeur allemand Moebius, dans son traité sur la défaillance physiologique et intellectuelle des femmes, le scientifique écrit en 1898 « Si l'on veut que la femme remplisse pleinement son rôle de mère, elle ne peut pas disposer du même cerveau que l'homme. Si les capacités des femmes se développaient autant que celles des hommes, leurs organes maternels en pâtiraient et nous serions confrontés à un être hybride, repoussant et inutile. » Les femmes ont traversé les siècles à s'entendre dire qu'elles n'étaient pas suffisamment intelligentes pour étudier ou accéder à des postes de responsabilité. Et le doute sur leur capacité s'est insinué dans leur esprit. Le mécanisme de l'auto-dévalorisation s'est mis en place. Barbara Ehrenreich et Dred English, dans Histoire des femmes et de la médecine, nous expliquent comment les hommes se sont emparés des professions et fonctions auxquelles les femmes avaient accès, en particulier l'exercice de la médecine populaire. Dès le XIIIe siècle, on développa la médecine dans les universités en y interdisant l'accès aux femmes. Puis on instaura une loi qui décrétait que seuls ceux qui étaient allés à l'université pouvaient pratiquer la médecine. La profession médicale s'est formée par une lutte directe et sanglante contre les femmes lors de la chasse aux sorcières. L'époque de la chasse aux sorcières s'étend en Europe sur 4 siècles, du XIVe au XVIIe en s'amplifiant jusqu'au siècle des Lumières. Il y a eu des milliers d'exécutions, en général par le supplice du bûcher. Il n'y a pas eu d'organisation masculine à s'être opposée aux persécutions, ce qui montre que cette propagande est parvenue à séparer les femmes et les hommes. La seule exception connue est le cas des pêcheurs du Pays basque. Ces pêcheurs partaient en mer pour plusieurs mois, mais lorsqu'ils entendirent la rumeur que leurs femmes, leurs mères et leurs filles étaient dénudées, poignardées et que beaucoup avaient déjà été exécutés, la saison de la morue de 1609 se termina 2 mois plus tôt et les pêcheurs retournèrent à leur village massue à la main et libérèrent un convoi de femmes envoyées au bûcher. On décréta que ces guérisseuses que le peuple appelait femmes sages, qui manipulaient les herbes, les onguents, l'obstétrique et soignaient, étaient des sorcières. Il existe 2 raisons possibles à cela. La première, parce que ces guérisseuses représentaient une menace, puisqu'elles se fiaient à leur expérience personnelle plutôt qu'à une loi quelconque ou à un dogme. Elles n'étaient pas considérées comme des sujets contrôlables. C'étaient des femmes indépendantes qui travaillaient, s'assumaient et rejetaient le dogme de l'Église et la domination des hommes. La deuxième raison possible est que la chasse aux sorcières coïncide avec des mouvements d'agitation sociale attaquant le féodalisme dans ses fondements, et que dans certaines régions, la sorcellerie représente en fait un mouvement de rébellion paysanne dirigé par des femmes. D'ailleurs, en Écosse du Nord, où les paysans avaient encore le droit de cultiver une partie des terres pour leur compte, il n'y a eu aucune rébellion ni chasse aux sorcières. On peut rapprocher la diabolisation des femmes qualifiées de sorcières avec l'antisémitisme. Et aujourd'hui, des historiens et historiennes déplorent l'obstination par le passé des historiens à nier que les chasses aux sorcières furent une explosion de misogynie. Silvia Federici écrit dans Caliban et la sorcière que les chasses aux sorcières ont permis de préparer la division sexuée du travail requise par le capitalisme en réservant le travail rémunéré aux hommes et en assignant les femmes à la mise au monde et à l'éducation de la future main-d'œuvre. Paracelse, en 1527, considéré comme le père de la médecine moderne, brûla tous ses textes sur la pharmacie en s'accusant d'avoir tout appris des sorcières elles-mêmes. Dès le XIVe siècle, les médecins s'étaient approprié le monopole de la médecine au sein de la classe dirigeante. Et à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins purent s'approprier l'obstétrique. Lorsque les femmes seront autorisées à revenir dans la profession médicale, ce sera en tant qu'infirmières, c'est-à-dire dans la position subalterne d'assistante du grand homme de science.
Au XIXe siècle, il était impensable pour les archéologues que les femmes puissent avoir été médecins en Gaule romaine. Par conséquent, lors des découvertes dans les tombes des femmes médecins, leurs interprétations étaient faussées dues à leurs préjugés. À ce sujet, Paulin de la Barre a écrit « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et partis. » L'historienne Claudine Cohen déclare quant à elle que les représentations que l'on a faites dans la préhistoire ont été faussées en interprétant la position des femmes basée sur une vision judéo-chrétienne. Cro-Magnon, c'est l'homme viril par excellence et toutes les études sont basées sur lui. En revanche, sa compagne a totalement été occultée par les archéologues qui, rappelons-le, pour la grande majorité, étaient des hommes. Or, depuis peu, on tente de réinterpréter différemment la préhistoire et de réintégrer les femmes à leur juste place. Là, on parle bien de subjectivité de l'histoire, une histoire, ne l'oublions pas, qui a été écrite par les hommes. Pourtant, les femmes ont toujours été actives dans les métiers des sciences, mais elles sont restées dans l'ombre des hommes. Comme Louise Bourgeois, dite Boursier, qui a été la première sage-femme à écrire des ouvrages obstétriques. À l'époque, Louise était rétribuée 500 couronnes pour la naissance d'un garçon et 300 pour la naissance d'une fille. Ou bien prenons l'exemple d'Angélique Ducoudray, qui exerce le métier de sage-femme pendant 16 ans et qui crée le premier mannequin obstétrique qu'elle a nommé la machine. Louis XV lui délivrera un brevet royal l'autorisant à donner des cours et lui octroie une aide financière pour enseigner partout en France. La machine est un mannequin représentant en grandeur réelle la partie inférieure du corps d'une femme, permettant ainsi de visionner les phases de la grossesse et les risques de l'accouchement. Il en reste un exemplaire au musée de Rouen. Pourtant, Angélique et Louise sont restées méconnues malgré leur rapport à la médecine. La médecine est encore une médecine misogyne, c'est une médecine d'hommes, même si de nombreuses femmes sont médecins. Aujourd'hui, la moitié des médecins sont des femmes, mais il y a seulement 16,8% de femmes chirurgiennes. Peggy Sastre, dans son ouvrage « Le sexe des maladies », souligne que les médicaments sont toujours testés sur des hommes, et donc pour eux, les affections touchant spécifiquement les femmes sont moins bien ou pas du tout étudiées. En 2015 a été découverte sur Internet une note interne de la faculté de médecine de Lyon-Sud qui invitait les étudiants en gynécologie à s'entraîner à la pratique du toucher vaginal sur des patientes endormies au bloc opératoire. Sur les réseaux sociaux, raconte Marie-Hélène Lahaye, beaucoup de médecins et d'étudiants se sont offusqués quand on leur a rappelé que chaque geste médical nécessite le consentement de la patiente ou du patient et que l'introduction des doigts dans le vagin est assimilable à un viol. Certains ont contesté qu'il n'y avait là rien de sexuel et qu'ils n'y prenaient aucun plaisir. À force de lire et d'entendre que les touchés vaginaux et rectaux sont des gestes anodins dépourvus de tout caractère sexuel, Marie-Hélène Lahaye a suggéré sur Twitter que dans ce cas, les étudiants en médecine pourraient s'entraîner à cette pratique entre eux. À ce propos, Marie-Hélène Lahaye avoue ne pas avoir suscité un enthousiasme délirant. Les lois qui ont été mises en place par les hommes ont écarté les femmes des universités et de certains métiers. Ces lois investissent les sphères publiques, mais peuvent aussi investir la sphère privée en obligeant les femmes à s'habiller d'une certaine façon, en faisant par exemple des lois sur les vêtements qu'elles doivent ou pas porter. Le vêtement a toujours été un enjeu crucial et la façon dont s'habillent les femmes informe de la liberté que la société leur octroie. En 1800, une ordonnance du préfet de police de Paris réglemente le port du pantalon pour les femmes qui doivent obtenir une autorisation pour en porter. En 1892, elles peuvent porter un pantalon seulement pour faire de la bicyclette. En 1930, la sportive Violette Maurice intente un procès pour pouvoir porter un pantalon. En 1968, 80% des femmes sont favorables au port du pantalon, cependant 54% des entreprises l'interdisent encore. Et en 1978, la députée Chantal Leblanc entre à l'Assemblée nationale en tailleur-pantalon malgré l'interdiction. Il sera autorisé par l'Assemblée en 1980. Le statut des femmes est fait de régression et d'avancées. Il suffit de regarder les mosaïques datant de l'époque romaine représentant des femmes jouant à la balle en bikini. Le bikini fut interdit pendant des siècles pour ne réapparaître qu'en 1946. Pourtant, bien des femmes ont tenté de transgresser ces lois, comme Théroigne de Méricourt, qui en 1792 porte des pantalons, une redingote rouge, le sabre au côté et 2 pistolets à la ceinture. Ou bien George Sand, qui a fait une demande de port du pantalon.
Écrivaine prolifique, George Sand fait scandale par sa liberté, qui se reflète dans sa vie amoureuse, sa tenue vestimentaire masculine et son pseudonyme masculin. Voici un extrait de Histoire de ma vie de George Sand, où pour la première fois, elle sort habillée en homme et savoure le fait de pouvoir se promener comme un être humain et pas forcément comme une femme, avec tout ce que cela implique. Extrait. Je me fis donc faire une redingote guérite en gros drap gris, pantalon et gilet pareil. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, j'étais absolument un petit étudiant de première année. Je ne peux pas dire quel plaisir me firent mes bottes. J'aurais volontiers dormi avec, comme fit mon frère dans son jeune âge quand il chaussa la première paire. Avec des petits talons ferrés, j'étais solide sur le trottoir. Je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre. Il me semblait que j'aurais fait le tour du monde. Et puis mes vêtements ne craignaient rien. Je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j'allais au parterre de tous les théâtres. Personne ne faisait attention à moi et ne se doutait de mon déguisement. Une femme qui portait crinoline, corset, talons aiguilles, n'était pas libre de ses mouvements. Certains mouvements ne lui étaient pas autorisés, courir, grimper, combattre. Elle était alors obligée de garder une position passive, de soumission, alors que l'homme s'octroyait la position active dans la société. Ce qui veut dire qu'imposer un vêtement à travers une mode ou des idéaux religieux contribue à emprisonner les femmes sans en avoir l'air. Dans la parure ou le vêtement, rien n'est anodin. Et il a fallu, et il faut encore pour certaines femmes, du courage pour s'affranchir du regard de l'autre en rejetant un vêtement imposé. Chanel disait « J'ai rendu au corps des femmes sa liberté ». Ce corps suait dans des habits de parade, sous les dentelles, les corsets, les dessous, le rembourrage. Chanel raccourcit les jupes, supprime la taille et libère le corps de la femme. Elle invente le tailleur orné de poches, ce qui est révolutionnaire, car seuls les hommes pouvaient marcher les mains dans les poches. Toutes ces lois ont comme conséquence de modifier la perception que les femmes ont d'elles-mêmes et les formatent à la culpabilité, au manque de confiance en elles et au doute permanent. Le sentiment de culpabilité est créé par les hommes pour maintenir les femmes dans un état de soumission. Selon la journaliste Nathalie Dahan, co-auteure de Mauvaise mère, les joies de la maternité, les 10% de la culpabilité des mères sont instinctifs et les 90% restants s'expliquent par la pression sociale. En fait, quel que soit le choix que fait une femme, celui d'être mère ou de ne pas l'être, la société lui fournit toutes les raisons de culpabiliser. Et à force, cette culpabilité devient très souvent un mode de fonctionnement chez la femme, au sein de sa famille et dans sa vie. Car en culpabilisant, la mère est culpabilisante et met de ce fait toute sa famille en faute et assoit son pouvoir de cette façon. Renoncer à la culpabilité, c'est entre autres assumer ses faiblesses et renoncer à sa toute-puissance de mère. La culpabilité est un des pendants de la condition féminine et s'en libérer est un premier pas vers sa propre liberté. On peut dire qu'aujourd'hui, les femmes ont pris leur indépendance, revendiqué l'égalité, rejeté parfois le foyer familial, assument leur choix. On pourrait croire que les femmes sont enfin libres, mais la pression sociale est telle qu'elle réussit à les aliéner d'une nouvelle façon. En effet, les femmes gagnent en liberté d'un côté et s'aliènent de l'autre, car de nos jours, le physique est devenu roi. Ce n'est pas le fait de prendre soin de sa personne qui est remis en cause, mais croire que le physique conditionne notre vie. Nous nous construisons par rapport au regard que nos parents portent sur nous, mais pas seulement. Car aujourd'hui, la pression sociale est telle que l'enfant, l'adolescent et l'adulte attachent une importance démesurée au paraître et notre corps devient un outil de consommation. Le physique a pris une place cruciale dans nos vies et concerne toute la population. Mais là encore, les femmes en sont les premières victimes. Par exemple, les cosmétiques de luxe connaissent une croissance démesurée malgré la crise, et ça grâce aux achats des femmes. Dans les pays en voie de développement, la libération des femmes se calcule en millions d'euros car elles deviennent les plus grandes consommatrices. Les femmes veulent ressembler aux top modèles qu'elles feuillettent dans les magazines et culpabilisent sur leur physique. Lagerfeld avait reproché à H&M d'avoir produit des modèles dessinés par ses soins dans des tailles plus grandes qu'il ne voulait, c'est-à-dire dépassant le 38. N'était-ce pas une forme de discrimination envers les femmes, cette attitude qu'avait M. Lagerfeld ? Les mannequins sont beaucoup trop maigres et ce déferlement d'images pousse les jeunes filles à l'anorexie, au point que le Sénat, en 2015, a supprimé l'indice de masse corporelle minimale pour l'activité de mannequin, préférant redonner sa place aux médecins du travail. Le fait de réduire la femme à son physique vaut dans tous les milieux, même dans le sport.
La brésilienne Silvana Lima, surfeuse professionnelle, 8 fois sacrée meilleure surfeuse brésilienne et 2 fois seconde mondiale, ne trouve pas de sponsor car elle ne veut pas surfer en bikini mais en short. Les hommes n'ont pas ce problème. Les femmes sont victimes d'un tel conditionnement concernant leur image physique qu'elles se déshabillent rarement avec panache, alors que la plupart des hommes, eux, s'acceptent tels qu'ils sont. Cet aspect est très largement expliqué dans l'ouvrage de Mona Chollet, Beauté fatale, le nouveau visage d'une aliénation féminine, qui explique que les modèles inatteignables, comme les mannequins ou actrices, enferment les femmes dans la haine d'elles-mêmes. Ces flux d'images de mannequins et actrices ont pour conséquence d'entraîner la peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, une soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour, l'attention des autres. Cela se traduit par une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Si vous feuilletez les magazines, les actrices sont très peu distinguées pour leur talent. En revanche, on parle de ce qu'elles portent, de la couleur de leur robe, si elles ont grossi ou vieilli, et de ce fait, on réduit l'actrice à ce qu'elle porte, on réduit le talent d'une femme au paraître. Une actrice a plus de chances de faire parler d'elle si elle devient l'égérie de Chanel que pour son jeu d'actrice. Par conséquent, à travers les magazines, les films, les clips, ce qu'apprend la petite fille d'aujourd'hui, ce n'est pas de désirer les autres, mais à désirer être désirée. L'apparence d'une femme doit toujours avoir la priorité sur ses sensations. Pourquoi la chirurgie esthétique est-elle en constante augmentation si la femme contemporaine est supposée être une femme décomplexée et qui s'assume? Une opération des seins, par exemple, affecte la sensibilité de ceux-ci aux caresses. Mais la femme va passer outre car son paraître est plus important que ses sensations. Pourquoi, pendant des siècles, la société a-t-elle cherché à dévaloriser les femmes? Pourquoi ce besoin de domination des hommes? Sylvia Agacinski, dans La plus belle histoire des femmes, l'explique de cette façon. Les groupes masculins se construisent autour du chef et de la guerre. Il s'instaure alors un rapport de domination-soumission. Le rapport n'est pas d'abord masculin-féminin, mais bien masculin-masculin et s'établit entre hommes. Alors le dominant soumet les hommes et les femmes, et le dominé compense en dominant les êtres les plus faibles ou fragiles qui se trouvent être les femmes et les enfants. Dans une bande de garçons, maltraiter une fille est une manière de se faire respecter des autres garçons, de montrer que l'on est un dominant et non une gonzesse. On peut faire le parallèle entre sexisme et fascisme. La plupart des sociétés patriarcales identifient masculinité et hétérosexualité. Tous ces mécanismes de pouvoir perdurent et les préjugés restent bien ancrés. Si bien que les notions d'égalité sont loin d'être acceptées par tous, encore aujourd'hui, surtout par de vieilles institutions comme l'Académie française, qui s'est refusée jusqu'en février dernier à la féminisation des mots. L'Académie française a été créée en 1635. En 384 ans d'existence, il y a eu 757 académiciens, dont 9 femmes. En 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme à être élue à l'Académie française. Malgré le soutien de Jean d'Ormesson, l'élection de Marguerite a été houleuse et de nombreux académiciens ont manifesté leur hostilité. Mais Marguerite n'a pas eu peur. Elle ne s'est pas soumise. Elle a effectivement bouleversé les traditions en refusant de se porter candidate, en refusant d'élire résidence près de l'édifice et en refusant de porter l'uniforme d'académicien. Les mots ont énormément d'importance dans l'acceptation de nos valeurs. Par exemple, de tout temps, il a été difficile de donner une valeur intellectuelle aux femmes de lettres. On les a appelées écrivaines, autrices, auteurs. Le refus de la féminisation de la langue en dit long sur la place que la société donne aux femmes. La plupart des métiers qui ont une fonction élevée, gratifiante, n'ont pas de féminin et sont des métiers réservés aux hommes. Penseur n'existe qu'au masculin. En revanche, les métiers considérés comme subalternes ont un féminin, comme ouvrier et ouvrière, infirmier et infirmière. Même éboueur, qui était alors une profession masculine, a très vite trouvé son féminin éboueuse. En revanche, toujours difficile de féminiser des métiers comme médecin, professeur, ingénieur, ambassadeur. Pourtant, la structure des deux mots est identique. On dit coiffeur et coiffeuse, on devrait dire professeur et professeuse qui existaient au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on dit ambassadrice et non ambassadeuse, car là, on parle du féminin conjugal.
Longtemps, les ambassadrices furent confinées dans de petits pays. Il faut attendre 2011 pour que Sylvie Bermann à Pékin devienne la première ambassadrice dans un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Et des postes de premier plan comme Washington ou l'ONU à New York n'ont encore jamais été occupés par une femme. Par la suite, j'ai travaillé sur une autre série qui s'intitule « Femmes en noir » et ces thématiques traitent des violences et plus précisément des violences faites aux femmes. Les violences se présentent sous différentes formes. Prostitution, viol, mariage forcé, infanticide de petites filles, enlèvement, mutilation sexuelle, violence psychologique. Elles touchent tous les milieux et tous les âges. La prostitution est depuis toujours exploitée par les hommes. Au Moyen-Âge, l'Église contrôle la prostitution qui est légale. Les prostituées sont des servantes, des filles rejetées par leur famille après un viol ou rejetées à cause d'une grossesse clandestine, ou celles qui n'ont pu trouver du travail. Au XIXe siècle, l'État prélève 50 à 60% des bénéfices des bordels. Les hommes ont toujours su faire commerce du corps des femmes. D'ailleurs, les femmes ne pouvaient se marier que si elles possédaient une dot, ce qui faisait d'elles une monnaie d'échange. Nelly Roussel, oratrice hors pair, dénonce le mariage sans amour comme de la pure et simple prostitution. Dans une conférence du 28 janvier 1906 à l'Université populaire de Lille, elle oppose l'éternel féminin à ce qu'elle nomme l'éternel sacrifié. Extrait. La jeune bourgeoise qui se marie, ou plutôt se laisse marier pour se faire une situation avec un monsieur qu'elle connaît à peine, qu'elle n'aimera jamais peut-être. L'ouvrière qui prend un amant parce que son maigre salaire ne lui permet pas de vivre seule. Et la malheureuse qui, pour manger le soir même, raccroche dans la rue le premier passant, accomplissent toutes trois à peu près le même geste auquel nos lois et nos mœurs les condamnent presque inévitablement. Elles livrent leur corps à un homme en échange du pain quotidien. Lorsque l'on traite des violences, on pense bien sûr au viol. 30% des viols sont des viols conjugaux. 70% des viols se font dans la sphère privée. Les viols dans les parkings ou la rue représentent 5%. Les violences subies dans le cadre conjugal sont fréquemment répétées et peuvent se poursuivre sur des années. Les femmes souffrent en silence dans la honte et la culpabilité. Au cours de l'année 2017, 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol, sachant que seulement 12% des victimes osent porter plainte. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et 219 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint. 99% des hommes condamnés pour violence, 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes. Face aux réactions qu'a suscité l'affaire Weinstein et le hashtag MeToo, Benoît Dardenne, professeur de psychologie, explique la différence entre galanterie et sexisme. Voici ce qu'il dit. La galanterie envers une femme est une attitude positive si celle-ci est considérée comme un individu. Mais si je me comporte en apparence de façon chevaleresque parce qu'elle appartient à une catégorie forcément soumise, alors je ne la vois plus comme une personne, mais comme quelqu'un issu d'un groupe dévalorisé ou faible. On tombe alors dans un processus de stéréotypes. Le sexisme bienveillant est un excellent moyen de maintenir la domination et les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Voici quelques portraits de femmes que j'ai gravés qui ont subi toutes sortes de violences. Jeanne Villepreux, alors âgée de 18 ans, quitte sa famille pour trouver du travail à Paris. Elle n'est pas encore majeure et en tant que femme, elle ne peut voyager seule. Elle est alors accompagnée par un cousin convoyeur de troupeaux. Mais le tuteur l'agresse et tente de violer Jeanne qui doit se réfugier à la gendarmerie. Flora Tristan est battue par son mari André Chazal. Il est possessif, jaloux et violent. En 1825, Flora réussit à fuir le foyer familial enceinte de son dernier enfant. Nathalie Lemel a un fort engagement politique et son syndicalisme déplaît à son mari. Ce dernier s'est mis à boire et les disputes sont de plus en plus violentes. Elle quitte le domicile conjugal avec ses 3 enfants. Jeanne Toussaint vit une enfance heureuse à côté de sa sœur et de son frère jusqu'au jour où son père tombe malade et meurt. Sa mère refait sa vie avec un autre homme qui abuse de Jeanne alors qu'elle n'a que 13 ans. À 16 ans, elle fuit la maison familiale pour Paris et deviendra la directrice artistique de chez Cartier. Louise Bourgeois est sans cesse humiliée et dévalorisée par son père. Niki de Saint-Phal est violée par son père à l'été de ses 11 ans. Cet enfer va durer plusieurs années. Elle ne le dévoilera qu'à l'âge de 64 ans dans son livre « Mon secret ». Cette série, Les femmes en noir, je l'ai commencée au moment de la guerre en Syrie.
Je voulais dénoncer le viol comme arme de guerre, les atrocités, les tortures que subissent les femmes aujourd'hui. Dès le printemps 2011 en Syrie, des campagnes de viol par les milices ont été organisées à l'intérieur des maisons alors que s'y trouvaient les familles. Des filles ont été violées devant leur père, des femmes devant leur mari. Plus de 20 000 femmes ont été violées durant la guerre en Bosnie au début des années 90. La Bosnie ne se trouve pas dans des contrées lointaines, mais bien aux portes de notre pays. Pendant cette guerre, le viol comme arme de guerre est devenu un fait avéré. Et puis, il y a le Congo où cette violence sévit. Le docteur Denis Mukwege a opéré depuis 1999 au Congo plus de 40 000 femmes violées. Cela va du bébé à la vieillarde. Depuis 1996, plus de 500 000 femmes ont été violées au Congo avec cruauté, barbarie, de façon organisée et mise en scène. Les hommes utilisent le ventre des femmes comme arme de guerre. Et les mutilations sexuelles ne sont pas en reste. Selon le rapport de l'UNICEF publié en février 2017, 200 millions de femmes ont subi une excision dans le monde. Et 30 millions de filles encourent le risque d'être excisées. Environ 53 000 femmes excisées résident aujourd'hui en France. Mais les violences sur les femmes prennent des aspects multiples, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les femmes ont été les principales victimes de l'épuration, spécialement en Bretagne. Un tiers des civils tués en représailles auraient été des femmes, selon les spécialistes Anthony Beevor et Keslau. Fabrice Virgili, quant à lui, dans son ouvrage « La France virile », dévoile que les Côtes-d'Armor avec l'Oise et l'Indre sont les 3 départements où le phénomène de la tonte des femmes a connu le plus d'ampleur et peu de voix se sont élevées pour condamner cette pratique ignoble. L'origine de la gravure de la tonte des femmes remonterait à l'Ancien Régime lorsque l'on s'en prenait aux femmes suspectées de sorcellerie. Vous voyez, on revient toujours vers ces vieux schémas, ces vieilles coutumes qui perdurent inconsciemment dans les esprits, dans le collectif, et qu'il suffit d'une guerre, d'une révolution pour qu'elles réapparaissent. La femme est souvent condamnée et condamnable. Les femmes subissent des violences de toutes sortes qui engendrent le sentiment d'humiliation. La culpabilité a pris racine dans les femmes car véhiculée depuis des siècles. Pourquoi les femmes subissent la culpabilité, les violences, l'humiliation depuis tant de siècles ? Pourquoi rabaisser les femmes afin qu'elles ne soient pas décisionnaires de leur corps? La différence entre les femmes et les hommes est le fait que les femmes enfantent. C'est de ces différences que découlent toutes les revendications féminines. Selon l'hypothèse de Françoise Héritier, la cause de tous les maux des femmes vient du fait qu'elles donnent la vie. Et il y a scandale car les femmes font leurs filles alors que les hommes ne peuvent faire leurs fils. Les femmes ont le pouvoir de donner ou pas la vie. C'est à elles que revient le privilège du choix, d'où la mainmise des hommes sur les femmes, afin que ce soit les hommes qui deviennent décisionnaires du ventre des femmes. C'est pour cette raison que le droit à la contraception a été si difficile à obtenir. Pourtant, Marie-Andrée Lagroix-Veillallet s'est battue pour que les couples accèdent à la contraception. Marie-Andrée est une des premières femmes médecins gynécologues. Un jour, elle est témoin à l'hôpital d'un curetage sans anesthésie pour faire passer l'envie à la femme qui se fait avorter de recommencer. Elle décide alors de changer les choses et le 8 mars 1956, elle fonde avec la sociologue Elvine Sulro la Maternité heureuse qui, en 1960, prend officiellement le nom de Mouvement français pour le planning familial. Le 28 juin 1974, l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil, ministre de la Santé, qui libéralise la contraception. Et le 17 janvier 1975, elle vote l'interruption volontaire de grossesse. Les droits à la contraception et à l'avortement sont souvent sujets à discorde, et ces droits qui ont été acquis par les femmes sont aujourd'hui remis en cause dans certains pays. En France, en 2017, il y a eu 216 000 avortements. Dans le monde, seuls 39,5% des femmes ont un accès libre à l'avortement. La décision de se faire avorter n'est jamais une décision prise à la légère. Une femme qui a décidé de se faire avorter le fera, peu importe le danger. Supprimer le droit à l'avortement, c'est condamner des centaines de femmes à décéder et à être mutilées suite à un avortement clandestin. Par exemple, au Salvador, une interruption volontaire de grossesse, un accouchement dû à des complications obstétricales ou une fausse couche peuvent être considérés comme des homicides aggravés et les femmes peuvent purger entre 10 et 30 ans de prison. 35 000 avortements clandestins seraient pratiqués chaque année. Ou bien le cas de la Pologne. L'avortement est autorisé pour sauver la vie de la mère en cas de malformation du fœtus ou si la grossesse résulte d'un viol.
Par conséquent, on dénombre 150 IVG légales par an sur une population de 10 millions de femmes en âge de procréer. Donc, entre 80 000 et 200 000 femmes polonaises sont contraintes de recourir à des avortements clandestins. Le passé des Françaises, c'est le présent des Polonaises. Même si des lois ont été votées, rien n'est jamais acquis. Simone de Beauvoir déclarait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Je crois qu'elle avait entièrement raison et qu'il faut rester vigilante et vigilant. Prenons l'exemple de Trump, président des États-Unis, qui, depuis son investiture, a, entre autres, demandé l'arrêt des subventions au planning familial, annoncé une coupe budgétaire de 8 milliards de dollars dans l'aide internationale à la santé, principalement ciblée sur l'aide à la contraception, a nommé au poste clé d'assistant secrétaire à la santé Chairman West, un anti-IVG notoire, a mis fin à une loi promulguée sous la présidence de Barack Obama promouvant l'égalité salariale, et il a fait le retrait de la mesure protégeant les étudiantes victimes de viols sur les campus. De tout temps, la société a tenté de contrôler le ventre des femmes, donc son sexe, en les culpabilisant sur leur corps et en tentant de maîtriser leur plaisir. La société a appris aux femmes à avoir honte de leur corps comme au moment des règles, à se cacher, croire que c'est sale, que l'on est malade. C'est un sujet que l'on n'évoque jamais en public, seulement entre femmes, dans un groupe restreint. Les femmes rendent leurs règles invisibles, tout comme la ménopause qui est perçue comme une maladie. Et puis on n'en parle pas, on en a honte, on ne se sent plus vraiment femme ni sexy. Du moins, c'est l'image que la société renvoie aux femmes. Et puis l'anatomie féminine demeure peu explorée par la médecine. Et le plaisir des femmes reste tabou encore aujourd'hui dans l'université française. On a redécouvert le clitoris et commencé à réfléchir sur la sexualité féminine avec l'arrivée des Africaines sur le territoire français. Car ces femmes excisées ont consulté parce qu'elles vivaient d'atroces douleurs. En 2010, Anne Sotivet lance une étude sur les adolescents français et le clitoris. Seulement 50% des 13-14 ans connaissent l'existence du clitoris, peu savent le situer et parmi eux que 16% connaissent sa fonction érogène. Ce n'est qu'en 1998 que nous connaissons son anatomie et c'est seulement en 2009-2010 qu'il y a eu les premières échographies. Jean-Claude Picard, dans la fabuleuse histoire du clitoris, émet cette hypothèse. L'homme chasseur-cueilleur ne possédait rien et avait une relative liberté sexuelle si l'on se réfère aux quelques civilisations primitives encore vivantes. Puis l'homme s'est sédentarisé, a cultivé un champ, élevé un troupeau, construit une maison. Dès lors qu'il s'est mis à posséder, il a voulu transmettre à son fils et pas à celui de son voisin. La solution qu'il a trouvée pour maîtriser la lignée est de contrôler l'activité sexuelle de sa femme. Et pour réfréner la sexualité féminine, l'homme a eu plusieurs idées. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Soranos d'Éphèse, médecin gynécologue, écrivit un traité sur les maladies des femmes et citait l'excision afin de réfréner la lubricité. Dionys, chirurgien du roi Louis XIV, préconisait lui aussi l'excision pour celles qui aimaient trop le plaisir charnel. En 1772, Lignac, dans son traité de l'homme et de la femme considérés physiquement dans l'état de mariage, nomme le clitoris le mépris de l'homme. Il y voit un danger social, celui du renversement des valeurs, de la menace féminine sur l'ordre masculin. Dès 1830, les médecins pratiquent des clitoridectomies punitives sur des masturbatrices récalcitrantes, parfois sur des petites filles dès 5 ans. Et à la fin du XIXe siècle, l'ovariectomie punitive, c'est-à-dire la castration féminine, entraînait une baisse de la motivation sexuelle. Elle fut pratiquée en Amérique, en Europe, ainsi qu'en France. La jouissance des femmes a souvent fait peur aux hommes par méconnaissance. On a tenté de la réfréner et Freud déclare en 1905 que la sexualité clitoridienne est infantile et que la seule qui importe est la pénétration vaginale. En fait, la sexualité des femmes leur a toujours été expliquée par les hommes en restant dans l'ombre de celle des hommes. Elle a été expliquée par les hommes en restant dans l'ombre de celle des hommes. Les femmes ont été invisibles dans la plupart des métiers. La pression sociale tente de rendre invisible leur corps lorsqu'il n'est pas sexué. Et les femmes sont tout simplement invisibles de l'histoire de leur pays.
Alors, à force de peindre toutes ces femmes, de les dessiner, j'en suis venue à me demander qui étaient ces femmes que je dessinais, que je peignais. Quelle femme de l'histoire de France était pour moi un exemple, sur qui je pouvais m'appuyer, me référencer? Peu de noms féminins me venaient à l'esprit, aussi bien en littérature qu'en sciences, qu'en art, qu'en politique. Mes références étaient presque exclusivement masculines. Je me suis interrogée, qu'est-ce que les femmes ont-elles pu faire pendant des siècles? Et j'ai commencé à chercher et à découvrir ces femmes qui sont restées dans l'ombre de l'histoire, d'où la naissance de mon projet Grâce à elles. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les femmes sont les oubliées de l'histoire et j'ai eu envie d'y remédier par mon art en faisant ce projet. J'ai souhaité, à travers ces gravures, extirper de l'oubli ces femmes qui se sont battues pour leurs idées. J'ai alors cherché un médium qui pouvait correspondre à ce travail. La gravure me semblait la technique la plus appropriée pour son côté symbolique, car en gravant ces femmes, c'était un peu comme graver leur nom dans nos mémoires. Après plusieurs essais sur différents supports, mon choix s'est tourné vers le linoléum, car son rendu peut être souple, son trait moelleux, mais aussi puissant. Je ne souhaitais pas un tracé cinglant, car tout de suite, ces femmes auraient pris une connotation d'hystérique. En fait, je dessine sur le linoléum, que l'on nomme la matrice, et avec des gouges, j'évide, je creuse, puis j'enduis la matrice avec un rouleau ancré et j'imprime à l'aide d'un barrène sur le papier. J'ai fait le choix du noir et du blanc pour rendre hommage à toutes ces femmes. J'ai cherché à faire émerger leur personnalité par la position, le vêtement que j'ai souhaité différent pour chacune. Le graphisme est épuré pour ne mettre en avant que l'essentiel, c'est-à-dire leur force, leur détermination, mais aussi leur douceur. Les grands aplats de noir représentent leur combat, la feuille blanche, l'horizon qu'elles s'offrent. Je me suis mise à la recherche de ces femmes restées dans l'ombre et il m'a été difficile de n'en choisir que 60. Je suis partie à la recherche de ces femmes en bibliothèque, j'ai écouté des conférences, j'ai découvert des livres de femmes. J'ai fait les choix de 60, car je voulais représenter des femmes différentes. Il y a des mères de famille, des homosexuels, des femmes qui ne veulent pas d'enfants ou revendiquent leur célibat. Certaines ont étudié, beaucoup sont autodidactes. Elles proviennent de milieux sociaux différents. Elles sont artistes, politiciennes, sportives, femmes de lettres, résistantes, femmes d'affaires. Et il y a des femmes connues et d'autres restées dans l'ombre, car je voulais que le public puisse avoir une référence. J'ai mis ces femmes toutes au même niveau. Elles sont toutes représentées dans le même format et il n'y en a pas une plus importante qu'une autre. Elles sont toutes différentes, mais elles ont ce point commun qui est la détermination et le courage. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé l'exposition Grâce à elles, car en mettant en avant leurs différences, j'ai voulu montrer qu'il n'y avait pas qu'une sorte de femmes, mais des femmes, et que depuis toujours, elles ont œuvré dans la société. Mais alors peut-on parler d'égalité aujourd'hui alors que les femmes n'ont toujours pas leur place dans l'histoire de leur pays? Par exemple, à l'école, dans les manuels de français de seconde, les femmes sont très largement invisibles. On y recense 6,1% de femmes contre 93,9% d'hommes. Les femmes sont si peu citées qu'il est possible qu'un élève ne rencontre qu'un ou deux noms de personnalités féminines durant son année scolaire. En fait, les élèves apprennent à l'école à accepter l'invisibilité des femmes. Lorsqu'elles sont présentes dans les manuels d'histoire-géographie, les femmes le sont comme icônes, épouses, muses, amantes et toujours associées aux hommes, comme Marie Curie, qui dès 1897 commence ses travaux de thèse sur l'étude de rayonnement produit par l'uranium et obtient en 1898 le prix Génier. Cette même année, son mari la rejoint pour étudier avec elle la radioactivité. Le 10 décembre 1903, Marie Curie reçoit avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel le prix Nobel de physique. Mais elle est la première femme à recevoir un prix Nobel. Mais la proposition transmise par l'Académie des sciences ne contenait que les noms d'Henri Becquerel et de Pierre Curie. Il aura fallu l'intervention de celui-ci à la suite de l'indiscrétion d'un académicien suédois pour que le nom de Marie soit ajouté. Les actes, les découvertes des femmes sont presque toujours passés sous silence ou minimisés. Pourtant, les femmes ont toujours pris part aux événements de la société, comme les résistantes, comme Rose Valland, qui remplace le conservateur au musée du jeu de paume. Rose note chaque œuvre d'art que les Allemands volent, malgré le danger de se faire découvrir. Elle avertit la résistance lorsque les convois d'œuvres d'art partent de Paris pour l'Allemagne, afin que la résistance ne fasse pas sauter les trains. On estime à 100 000 les objets d'art volés, principalement aux Juifs et aux francs-maçons.
Et grâce à Rose Valence, 60 000 œuvres ont été retrouvées et 45 000 restituées. Mais Rose est restée dans l'oubli. Ou bien la comtesse Laïla du Luar, qui au moment de la guerre d'Espagne décide de porter assistance aux blessés en concevant une antenne chirurgicale mobile. Son antenne comporte des tentes d'hôpitaux, un centre opératoire doté d'équipements nécessaires aux transfusions sanguines, de la pénicilline, une équipe de chirurgiens et d'infirmières, ainsi qu'un accompagnement psychologique. Aucune armée dans le monde ne possède alors d'antenne de soins de ce type. Laïla sauvera des milliers de vies. Ou bien Daniel Casanova, qui entre en résistance en 1939. Elle est, avec Albert Ouzoulias, à l'origine des bataillons de la jeunesse. Pendant l'hiver glacial de 1940, de plus en plus de femmes de tout âge rejoignirent la résistance décimée par les premières arrestations. Mais leur rôle dans la résistance n'a pas été honoré, a été sous-évalué car, conformément à l'image créée par De Gaulle, les vrais résistants étaient représentés par des hommes armés. Et il y avait chez les résistantes elles-mêmes une tendance à déprécier ce qu'elles avaient fait, à dire que ce n'était rien de plus que ce qu'elles avaient toujours fait en tant que femmes, et la plupart retournèrent dans l'ombre. Mais nous pouvons aussi citer des femmes d'affaires comme Marguerite Boucicaut, qui crée avec son mari Le Bon Marché, un des premiers grands magasins parisiens. Marguerite a révolutionné le statut de l'employé en mettant en place des mesures novatrices. Par exemple, les employés ont droit à un intéressement au résultat. Un médecin est recruté pour dispenser des consultations gratuites aux salariés et à leurs familles. Une caisse de prévoyance est créée, l'une des toutes premières de l'histoire. Une aide au logement pour les demoiselles. Les employés ont droit à 2 repas complets. Ils ont droit à une journée de repos hebdomadaire, des congés payés. Le soir, leur sont proposés des cours d'anglais gratuits ainsi que des cours d'escrime, de musique. Une bibliothèque est ouverte à tous. Une caisse de retraite est gagée sur la fortune de Madame Boucicaut. Et c'est grâce à ces dons que Pasteur fonde son institut. Ou bien nous pouvons prendre l'exemple de Marguerite Durand qui, avec la création de son journal La Fronde, journal entièrement féminin, a milité pour l'égalité homme-femme, bousculé les mentalités et fait progresser la cause des femmes. Nous pouvons aussi parler de scientifiques comme Nicole Rennes-Lepaute qui se consacre au calcul astronomique. Jade Barret, naturaliste et première femme à faire le tour du monde. Marie-Sophie Germain, mathématicienne et philosophe qui pose les bases de l'élasticité. Jeanne Villepreux, à qui l'on doit 2 ouvrages de référence sur la faune, la flore et les fossiles en Sicile et qui invente l'aquarium. Ou bien Clémence Royer, philosophe, naturaliste, mathématicienne, linguiste et sociologue et qui a, entre autres, traduit L'origine des espèces de Darwin. Madeleine Bress, première femme médecin. Ou bien Anita Conti, océanographe, qui trace les premières cartes de pêche. Mais quelles sont les incidences de cette invisibilité? Les femmes s'autocensurent et se dévalorisent. Des études menées ces dernières années dans les lycées révèlent des mécanismes d'autosélection à l'œuvre chez les filles, c'est-à-dire qu'à notes égales avec les garçons, elles se considèrent comme moins bonnes. Les filles se considèrent comme moins bonnes, pourtant elles obtiennent des résultats meilleurs que les garçons tout au long de leur scolarité. Elles obtiennent plus souvent le bac que ces messieurs et sont majoritaires à l'université. Cependant, même s'ils réussissent globalement moins bien à l'école, les garçons vont s'orienter vers des secteurs d'activité plus prestigieux et plus lucratifs. Les filles, même très brillantes, vont choisir leur futur métier en intégrant les contraintes en termes d'horaire, par exemple, qu'elles associent au fait d'être un jour mère. Le témoignage d'Anne Fraisse, présidente de l'Université de Montpellier III, Paul Valéry, remarque des inégalités au sein même de l'université. Voici ses propos. Dans le monde des universités, en observant les chiffres, je me rends compte que plus le niveau d'études monte, moins il y a de filles. Au niveau master, leur proportion diminue. Et au niveau doctorat, il y a plus d'hommes que de femmes dans des disciplines qui sont pourtant massivement féminines. Le constat est le même dans les équipes pédagogiques. Il y a un nombre plus élevé de femmes enseignantes-chercheuses. En revanche, les hommes sont plus nombreux à avoir le titre de professeur. On parle de plafond de verre et je pense que c'est une réalité. Une des explications est que les filles s'évaluent moins bien que les garçons. Elles se croient capables d'arriver moins haut. De même, il y a de moins en moins de femmes présidentes d'université aujourd'hui. Dans les secteurs du travail, la femme reste encore moins bien payée qu'un homme dans beaucoup de métiers.
excepté 2 métiers où les femmes gagnent plus que les hommes. Le métier de mannequin et celui de pornostar. Dans le secteur privé, les femmes gagnent 19% de moins que les hommes, dont 41% de moins dans le secteur des banques et des finances à travail égal. Pourquoi ce constat? Parce que les femmes ne sont toujours pas réhabilitées dans l'histoire. L'histoire est une discipline conservatrice. Or, c'est à travers la mémoire de chacun de nous que se transmet l'histoire. Pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. L'histoire, c'est la connaissance du passé, et c'est le passé qui éclaire notre présent. Les femmes n'ont pas de passé d'histoire de religion qui leur soit propre, disait Simone de Beauvoir. Les femmes ont comme modèle dans la société les hommes. Dans son ouvrage Reflet dans un œil d'homme, Nancy Houston écrit « Depuis que l'écriture existe, les lectrices ont appris, tout comme les lecteurs, à voir le monde à travers des yeux masculins. » L'homme et la femme se construisent sur 3 bases. L'histoire de leur famille, l'histoire de leur religion, l'histoire de leur pays. Les femmes restent inexistantes au sein de leur religion, mais aussi dans leur pays. La femme ne peut se construire pleinement, elle n'a pas de fondations sur lesquelles s'appuyer, se référencer. Les femmes n'ont toujours pas d'histoire en 2019, ou du moins leur histoire trouve sa base sur une mémoire masculine. Comment pouvons-nous, je parle aussi bien des hommes que des femmes, accepter inconsciemment l'égalité des sexes si l'un des sexes n'a pas d'histoire? On constate que les femmes n'ont pas d'histoire. Elles n'entrent pas dans les mémoires. Elles n'ont pas de fondations sur lesquelles s'appuyer. Elles se construisent sur des mémoires entièrement masculines. Nous pouvons faire des lois sur l'égalité tant que les femmes n'ont pas leur place dans l'histoire. On risque d'engendrer des sentiments contradictoires et de culpabilité. Et les hommes peuvent très difficilement intégrer les femmes dans un sentiment d'égalité car on leur a toujours et on continue dans l'histoire à leur apprendre que le pouvoir, c'est eux. Pourtant, aujourd'hui, l'homme est en pleine mutation. Ces vieux schémas tendent à être remis en question. Le couple évolue. Aujourd'hui, on propose au père de prendre un congé parental à la place de la mère, mais les mentalités sont loin d'avoir complètement changé. Selon un rapport de l'INSEE, un homme sur 9 réduit ou cesse temporairement son activité contre une femme sur 2. L'écrivaine Shimananda Ngozi Adichie parle ainsi du féminisme et des hommes. Mon point de vue sur le féminisme concerne aussi bien les femmes que les hommes. Soyons clairs, les hommes ont des privilèges, mais ces privilèges peuvent aussi les étouffer. Je pense que beaucoup d'hommes sont élevés avec l'idée qu'être un homme implique un comportement bien précis et que les autres manières d'être ne valent pas le coup. C'est très regrettable, car peut-être que ce modèle ne correspond pas à ce qu'ils sont vraiment. Ou bien Camille Froidevaux-Métairie qui, elle, l'analyse de cette façon. C'est tellement vrai de dire qu'après avoir libéré les femmes, il s'agit de libérer les hommes de l'injonction à la performance et à la puissance. Il est en train de se jouer un remaniement et un bouleversement profond de ce que signifie maintenant être un homme. La masculinité s'apprend et se construit. La virilité est une construction de notre société. L'idéologie de la virilité pose ses fondements transposables à tous les systèmes de la domination. Hétérosexuels sur homosexuels, blancs sur d'autres races, forts sur faibles. Aujourd'hui, les hommes doivent accepter les changements qu'on leur demande et apprendre à reconnaître leurs émotions comme des états non négatifs, mais aussi et surtout à mettre en avant leur sensibilité, car un père est aussi sensible, affectueux et compétent que la mère. Réhabiliter les femmes dans l'histoire, avoir des exemples féminins inspirants, c'est aussi prouver que les femmes n'ont pas été de simples spectatrices. Il est temps de sortir de l'histoire virile, de sortir de ce passé masculin où la quasi-absence des femmes n'est rompue que par quelques figures stéréotypées. Sans passé, est-il facile de se construire un avenir? Aux femmes maintenant de s'inventer un langage qui leur soit propre, car imiter les hommes, effacer toute particularité, toute différence, toute spécificité, toute richesse tend vers l'appauvrissement de la pensée et des apparences. Je crois qu'il est temps de nous détacher de tous ces préjugés pour qu'avec leurs différences, les femmes et les hommes s'acceptent dans une notion égalitaire. Je voudrais terminer par cette phrase de Marguerite Yourcenar qui déclare lors de son discours de réception à l'Académie française du 22 janvier 1981 « Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi, le voici tel qu'il est, entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être
recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Merci. Donc en fait, vous avez vu mes œuvres et je ne me suis pas déclarée féministe, je ne suis pas arrivée en disant tiens je suis une artiste féministe, et c'est au fur et à mesure de mes questionnements que j'ai pris conscience du statut des femmes dans la société. Donc si vous avez des questions. Attendez, on enregistre la conférence, donc les questions avec. Oui, vous parliez de l'excision tout à l'heure, qui est encore très très pratiquée chez nous, mais je crois savoir que ce sont encore les femmes qui le pratiquent sur leurs propres enfants. Oui, bien sûr, oui. C'est ce que je disais aussi à un moment donné, les femmes, les mères, elles ont tellement été conditionnées, c'est un conditionnement. Pour elles, le fait que la fille ne va pas être excisée, elle ne pourra pas trouver un mari. Donc voilà, ce sont des conditionnements, et ça a été... Et c'est fait par les femmes la plupart du temps. Bien sûr, ce ne sont pas les hommes qui ont excisé. Oui, mais c'est fait aussi par des femmes qui ont fait des études, qui sont censées évoluer. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose là que je n'arrive plus à comprendre, quoi. Maintenant, si les études rendraient les gens plus intelligents, ça serait peut-être... Non, mais ça peut permettre d'ouvrir les yeux. Ça peut permettre quand même... Oui, bien sûr, ouais. Mais après, vous savez, ça revient toujours, c'est toujours ces conditionnements, même si... c'est-à-dire que c'est toujours bon pour les autres, mais pour soi, pour sa famille, bon, faut rester à peu près dans le même... peut-être dans la même démarche. Alors, avec cet enchaînement-là, les femmes vont... Il y a une jeune femme, je ne me souviens plus son nom, une jeune femme noire qui a été excisée et qui va voir justement les mères, enfin les femmes qui excisent, qui leur expliquent qu'une femme peut être excisée et accoucher, parce qu'elle s'imagine aussi... Alors après, il y a peut-être des femmes, mais je ne connais pas suffisamment bien le sujet pour... Merci. De l'autre côté, évidemment. Est-ce que vous pouvez témoigner, vous, en tant qu'artiste, de ce que vous avez vécu éventuellement de pression supplémentaire parce que vous êtes une femme dans la pratique artistique? Qu'est-ce qu'on hérite de l'histoire de l'art, finalement, quand on pratique l'art en tant que femme aujourd'hui encore? Souvent, on va nous dire, voilà, vous faites un art féminin. Donc, et puis, le fait d'être une femme, là, par exemple... je fais un projet dans lequel j'interviens dans des centres d'hébergement d'urgence. Eh bien, on a essayé de me dire oui, mais tu vas voir, tu peux rencontrer des hommes qui ont violé. Enfin, parce que je suis une femme, on a essayé de me faire peur. Bon, ça n'a pas marché. Et l'âge aussi. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je pense que plus on vieillit, plus la femme est moins intéressante. Alors que l'homme, souvent, quand il mûrit, il devient très beau. Mais non, une femme, oui, ça, en tant qu'artiste en plus, je pense. Merci. C'est Lucie, je t'avais pas vu. Bonsoir. Pour illustrer ce que vous dites, une petite phrase drôle. Un homme mûrit, une femme vieillit. Oui, c'est ça, oui, c'est drôle. Voilà. Vous avez abordé dans la dernière partie de la conférence la masculinité. Et moi, j'avais eu un peu écho de la dimension féminine et masculine, le côté sacré, en fait, le féminin sacré, le masculin sacré qu'on a chacun en nous, à des doses différentes. Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus, la connexion quelque part de la... Enfin, disons, pour aller un cran plus loin dans l'explication, le féminin sacré et le masculin sacré identifient comme deux profils ou deux attitudes différents, mais sans qu'il y ait de soumission, sans qu'il y ait de rapport de soumission, mais en disant que les énergies masculines sont plutôt des énergies de direction et les énergies féminines plutôt des énergies de matérialisation. Il ne s'agit pas d'en mettre une supérieure à l'autre, hein, c'est vraiment deux choses complémentaires. Et voilà, je voulais votre avis là-dessus, en sachant qu'on a un peu tous les deux. J'ai un petit peu, juste, je l'ai évoqué très brièvement sur la fin, c'est vrai que les hommes, souvent les hommes sont éduqués pour être des petits durs, alors qu'il ne faut pas qu'ils hésitent de mettre en avant leur sensibilité, et puis les femmes, voilà, qu'on sorte un peu des stéréotypes, quoi. Mais c'est vrai qu'on a chacun, je pense, une part de féminin et une part de masculin à mettre en avant. D'ailleurs, dans les 60 portraits que j'ai gravés, quand je dis à un moment donné que je voulais montrer qu'il n'y a pas qu'une sorte de femme mais des femmes, c'est-à-dire que vous avez Marguerite Yourcenar qui est homosexuelle, vous avez d'autres femmes qui ont des enfants, d'autres... Il y a Claude Cahun, dont je n'ai pas parlé, mais qui se proclame du troisième genre, par exemple, qui est une artiste, qui s'est rasé les cheveux, qui fait partie du mouvement surréaliste, et qui, elle, se proclame du troisième genre. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on est tous différents, c'est ça qui est bien, quand même, quelque part. C'est ça qui donne de la richesse. Et encore aujourd'hui, une femme qui se revendique, qui dit voilà, moi je veux être célibataire, je ne veux pas vivre en couple, je n'ai pas envie, on va se dire tiens, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe? Ou j'ai pas envie d'avoir d'enfant, on va se dire voilà, on va lui poser des questions tout le temps, alors c'est pour bientôt. Ou... Et puis passé à un certain âge, on lui pose plus de questions. Mais c'est comme les règles, et pareil, les règles. Là, je fais un travail où je vais faire beaucoup de collectage auprès donc en centre d'hébergement, entre autres, et puis je discute avec des femmes. Les règles sont perçues comme des maladies, comme une maladie souvent. Alors que non, on se cache, on n'en parle pas aux hommes. La ménopause, c'est perçu. Alors la ménopause, la femme qui est ménopausée, c'est bon là. Là où je voulais en venir un petit peu aussi par rapport pour terminer cette partie sur les énergies, c'est que, et on l'a vu un peu dans les femmes que vous nous avez présentées, moi j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, l'épanouissement de la femme ou sa reconnaissance, du moins surtout sa reconnaissance, ça passe par ces espèces d'énergie masculine, ou du moins ce côté conquérant, c'est ces femmes-là qui sont mises en avant et qu'on reste encore, sans le vouloir finalement, dans un modèle masculin, parce qu'on valorise les forces masculines d'indépendance, d'autonomie, de conquête des femmes et pas leur sensibilité. Qui est une des grandes forces des femmes, en fait, c'est la sensibilité, la qualité d'écoute, et notamment dans le monde de l'entreprise. On met souvent en avant les femmes à la tête des entreprises qui les pilotent comme avec des énergies très masculines. Et moi, je trouve qu'on pourrait aller un cran plus loin en valorisant les qualités féminines aussi. Marguerite Boucicaut, c'est une femme qui était très sensible. Et au contraire, c'est pas quelqu'un qui était masculin, qui avait le côté de ce que vous dites masculin. Et Jeanne Villepreux, c'est une femme qui était en laboratoire. C'est entre autres elle qui a commencé on lui doit l'aquarium, mais c'est pas du tout une virilité. Enfin, c'est pas une femme virile ou qui a voulu conquérir, pas du tout, non. D'ailleurs, il y a un extrait dans le livre de Marguerite Boucicaut qui reçoit Pasteur, et c'est très touchant parce que les deux pleurent. Il y a Marguerite Boucicaut qui fait un chèque à Pasteur et les deux vont se mettre à pleurer tellement ils sont émus. Donc, l'un comme l'autre. Après, l'indépendance, c'est pas spécifiquement pour les hommes. Je pense que chacun est indépendant.
Le combat, peut-être, la guerre, peut-être. Il y a eu des... là, dernièrement, je ne sais plus dans quel pays de l'Est, il a sa police de plus en plus féminine, enfin, il y a de plus en plus de femmes dans la police, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de... Enfin, les gens viennent porter plainte, ils osent. Il y a moins de corruption aussi. Bonsoir. Je commence juste par réagir à ce que la personne avant disait. Et j'ai le sentiment aussi peut-être que les femmes, pour réussir, vont peut-être des fois plus s'accrocher au côté masculin qui est finalement valorisé dans notre société pour réussir. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est particulièrement naturel chez elles, mais elles vont essayer peut-être de le mettre plus en avant pour se mettre elles en avant. Les femmes ont toujours, on n'ose jamais se mettre en avant. Je donne l'exemple des résistantes, elles se mettent pas en avant. Une femme va pas se mettre en avant fondamentalement, même dans un groupe, c'est l'homme qui va prendre la parole. Ou peut-être moins aujourd'hui, où je trouve que les jeunes filles sont très actives. Et au contraire, en regardant, je trouve que plus ça va, plus les garçons sont un petit peu en retrait, et plus ça va, plus les filles sont en action. Donc il faudrait que ça, faut pas non plus qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre, il faut que ça s'équilibre. Mais oui, je trouve que les jeunes femmes ont une indépendance terrible. Et sinon, je voulais déjà vous féliciter pour votre travail. Je ne parle pas seulement du travail plastique, mais aussi du travail de recherche que vous avez fait, qui est assez conséquent, je pense. Bon, bravo déjà. Et je voulais juste peut-être tempérer une toute petite partie, alors pas forcément directement sur ce que vous avez dit, mais par rapport à des idées reçues sur ce qu'on a baptisé la chasse aux sorcières. Sachant que les derniers travaux qui ont pu être faits, notamment par un chercheur à l'université de Rennes, disent bien que déjà la chasse aux sorcières est un peu plus tardive que ce qu'on pensait jusqu'à présent, et que les tout débuts de ce qu'on appelait la chasse aux sorcières, finalement, c'était les hommes et les femmes, et c'est seulement sur une deuxième partie que vraiment on a eu une chasse à la sorcière et pas juste sorcier et sorcière. Et donc oui, c'est quelque chose qui sur la deuxième partie a été vraiment contre la femme, mais il ne faut pas oublier que la base de la chasse aux sorcières, c'était simplement toutes ces personnes qui pouvaient avoir une forme de pouvoir autre que celui qu'on acceptait à l'époque, et petit à petit, ça s'est tourné vers la femme. Voilà. Oui, 80% quand même, c'était des femmes. Ah oui. Et en plus, c'est sur la deuxième partie qu'il y a le plus de tués. Il y a eu des hommes aussi, ouais. Oui. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Après, il y a des avis divergents. Si vous lisez le livre sur... Silvia Federici, elle tient pas du tout ce propos-là. Non, alors là, je me base sur les travaux de quelqu'un qui n'a pas encore publié. Il a fait une conférence il y a 2 mois de ça, à peu près. Son livre Caliban et la sorcière a été publié il y a, je ne sais plus, quelque temps, mais oui. Voilà, alors c'est basé sur le capitalisme. Et, on est d'accord. Ouais. Et je ne remets pas forcément en cause ce qu'elle a dit, elle, mais voilà, il y a des approches différentes qui permettent aujourd'hui de relativiser le début. Oui, le début. Merci. Donc voilà, c'est un travail sur une 20aine d'années, en fait, que vous avez vu. Vous avez vu quelques œuvres. Et donc, suivant mes thématiques, quand j'ai fait des thématiques sur le choix, après, j'en suis venue à me poser des questions sur les liens, des liens sur les violences. Les violences, là, je me suis dit, mais grâce à elles, c'est dingue, qu'est-ce qu'elles ont pu faire, les femmes. Et là, maintenant, je fais un autre travail qui est sur la transmission, sur la transgression. C'est-à-dire que je me pose la question comment les femmes, en étant invisibles, comment elles ont pu transmettre des femmes aux femmes et des femmes aux hommes, et qu'est-ce qu'elles ont permis de transgresser. Car aujourd'hui encore, par exemple, moi, je ne connais aucun artiste homme à se revendiquer d'avoir été influencé par une femme artiste. Pourtant, les femmes ont toujours créé. Et donc, voilà, donc ça, c'est mon projet. Donc, vous voyez, suivant mes thématiques, je m'amène à me questionner sur d'autres... Bonsoir. Rodin a complètement été influencé par sa compagne, j'ai oublié son nom, par Camille Claudel. Il ne l'a jamais revendiqué. Voilà, il l'a jamais. Bien sûr qu'il l'a été, mais il ne l'a pas revendiqué. Autant une femme va dire voilà, je ne sais plus quel artiste m'a influencé, mais les hommes non. Après, je ne connais pas tout. Peut-être que vous en connaissez, que vous pourrez me dire, mais ouais.
une petite dernière pour Sophie. Oui, bonsoir. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'absence des femmes dans la composition musicale. Je pense qu'elles ont toujours joué des instruments, et par contre, on n'en connaît quasiment pas, sauf peut-être des contemporaines. Oui. Mais à travers les âges, on n'en connaît pas. Non, alors là, j'ai dans le livre, il y en a une qui s'appelle Jeanne Évrard, qui a créé le premier orchestre entièrement féminin. Et je me souviens, à Pontivy, j'avais fait une exposition, et le conservatoire de Pontivy avait retrouvé ses partitions, et devant son portrait gravé, avait joué 3 de ses partitions. Bonsoir, c'est au sujet de la musique et des femmes. Il y a eu une très bonne émission sur France Culture, il y a eu toute une semaine sur les femmes dans l'art. Et la première émission était autour de la musique, des musiciennes, des compositrices qui sont devenues plus tard les compagnes, les muses, alors qu'en fait elles écrivaient, elles jouaient. Et puis sinon, je voulais dire aussi, j'ai adoré votre conférence et on est actuellement dans un mouvement justement où les jeunes filles ont de plus en plus de modèles qui apparaissent. Notamment en littérature jeunesse. Il y a de plus en plus de livres qui vont parler de toutes ces femmes, faire leurs portraits, des livres historiques entièrement sur les femmes. Et récemment, il y a une collection qui est sortie chez un petit éditeur qui s'appelle Les Plumées et qui ressort toutes les femmes des femmes qui ont écrit des livres et qui sont passées complètement aux oubliettes, parce qu'il n'y avait pas que la comtesse de Ségur, il y en a eu plein d'autres avant. Et du coup, ça permet de donner de la littérature écrite par des femmes aux enfants et pas que des hommes. Mais en reparlant musique, il y a encore des efforts à faire, en sachant qu'il n'y a que 4% de femmes chefs d'orchestre, par exemple, aujourd'hui. Ah, à chaque fois, ça l'est. Un homme. Du contraire. Vous dites que les jeunes filles là, sont en train de faire basculer le rapport de domination. Je ne sais pas, mais je les trouve très indépendantes. Très indépendantes, d'accord. Ouais. Mais vous sembliez dire qu'il ne faudrait pas que ça aille d'un côté puis dans l'autre. Bah voilà, c'est ça. Et parfois... Oui, c'est une appréhension comme ça qui me vient. Je ne sais pas si à l'université vous vous rendez compte, les jeunes femmes entre les jeunes filles qui ont une vingtaine de 24 ans par exemple et des garçons, est-ce que les femmes sont... Je trouve que les jeunes filles sont extrêmement dynamiques et très indépendantes. Effectivement, j'ai assisté donc, pour représenter le président de l'université récemment à la remise des diplômes de la faculté en fait, de droit, sciences et co-gestion. Et donc c'était pour tous les diplômes en, fait, en sciences économiques et de gestion. Tous les majors, c'était des filles. Toutes. Dans toutes les formations, de la licence à toutes les formations de master. Ah oui. Et pour autant, effectivement, je ne suis pas certaine qu'après, on leur offre effectivement... Les métiers, enfin en tout cas, elles n'ont pas forcément accès au même métier, surtout au même salaire, en tout cas, que les hommes, malgré ça. Ça changera peut-être. Je réagis là-dessus, et notamment sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les jeunes filles sont de plus en plus indépendantes, et ça c'est totalement vrai, je pense. Enfin, moi je suis professeure en lycée, et clairement oui, on voit une mutation de leur façon d'être en société,
Par contre, moi, ce qui me surprend à côté de ça, c'est que quand on prend un groupe d'élèves, par exemple, bons en sciences, les garçons vont penser à l'école d'ingénieurs, les filles non. À tel stade qu'on leur a fait un après-midi dédié entièrement aux filles pour découvrir ce que c'est que les études d'ingénieurs, parce que les garçons, ils pensent naturellement, les filles, non, c'est pas pour moi, je suis pas assez bonne. C'est ça. Et c'est encore là, maintenant, avec des jeunes filles de 15 ans, quoi. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, il y a vraiment une auto-dévalorisation de la femme, depuis une autocensure, mais depuis des siècles, enfin depuis des... Donc, pour que ça parte comme ça. La culpabilité aussi, qui est vraiment très féminine. C'est les femmes culpabilisent pour... Juste pour rebondir, on a accueilli, c'était il y a à peu près un mois, on a accueilli 70 lycéennes de Charles de Gaulle sur une journée entière ici consacrée aux femmes et aux sciences. Et c'est vrai qu'on avait invité plutôt les jeunes filles, les lycéennes. Donc elles ont vu ce qu'on faisait en cyber, en informatique, en biologie, chimie, en géologie, où il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Oh, c'était une journée assez dense. Plus de questions? Tout le monde au lit.